Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de la forêt amazonienne, et plus particulièrement du Cassis Raoni, bien sûr, qui est célèbre dans le monde entier maintenant. Mais malheureusement, le fait que tout le monde pose à côté de lui, il n'arrête pas d'interpeller tout le monde et les choses ne changent pas, quoi. Alors c'est assez terrible parce que moi je comprends très bien que la situation qui est la leur, c'est-à-dire que j'ai une relation avec la forêt, avec les arbres, qui est très, pas fusionnelle, mais c'est chez moi, quoi. Parce que mon père a un bois d'une vingtaine d'hectares ici à Saint-Ostrobert, enfin avait parce qu'il est décédé maintenant, mais donc c'est nous, ses enfants, enfin son épouse et ses enfants qui le récupérons. Et j'ai des souvenirs absolument merveilleux, moi, de ce bois-là. Je connaissais tous les endroits où il y avait les endroits où il y avait les fraises des bois, il y avait. Alors c'est une forêt primaire en fait, exactement comme une forêt tropicale, c'est-à-dire que c'est une forêt spontanée qui n'a jamais été plantée, quoi. Donc il y a un secteur où il y a des châtaigniers, il y a un secteur où il y a des frênes, des hêtres, etc., etc. Je suis très attachée à la forêt en général. Je suis enrouée, excusez-moi. Je suis très très attachée à la forêt en général. Alors en Normandie, il faut savoir qu'en Haute-Normandie, nous avons des très très belles forêts qui ont la particularité d'être surtout plantées de hêtres. C'est-à-dire qu'on a une couche arable qui est assez profonde et donc les hêtres sont vraiment très 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 grands. Il faut venir voir en Normandie en fait pour vous en rendre compte. Et je suis pas payée pour vous dire ça en plus. Mais c'est vrai, moi j'ai pas. Bon, c'est vrai que j'ai pas énormément voyagé non plus. Hein. J'ai pas beaucoup voyagé même. Mais le peu que j'ai voyagé, à chaque fois que je voyais une forêt, elle me semblait minuscule. Par rapport aux forêts qu'on a en Normandie, elle me semblait minuscule. Nous, on a la forêt domaniale de Roumare, par exemple, qui est pas loin là. Mais c'est extraordinaire. Sans déconner, hein, il y a des arbres absolument incroyables, quoi. Et c'est. Voilà, c'est spécial parce qu'ils sont vraiment extrêmement hauts. Et moi ici, je vais récupérer, dans le cadre de la succession à côté de ma maison, je vais récupérer un herbage et je vais planter plein de trucs dedans. Je vais planter des hêtres pourpres, notamment, le long de la route. Et j'adore les arbres. Pour moi, les arbres, c'est... Tiens, d'ailleurs, j'ai une anecdote marrante à ce sujet-là. Quand nous avions fait construire notre maison, mon ancien mari, c'est-à-dire le père de mes filles et moi, mes filles étaient toutes petites, et puis on demande à Clémentine ce qu'elle pensait d'une maison qu'on avait vue quelque part, en passant comme ça en voiture, quoi. Puis la baraque était énorme, quoi. Elle nous regarde, puis elle fait, bah, c'est complètement nul, il n'y a même pas d'arbre. Et c'est vachement marrant parce qu'en fait, nous évidemment, on était comme des deux couillons omnubilés par notre projet de maison, quoi. C'était ça qui. Et elle, en fait, non, ce qui lui importait, c'était les volumes qui y a autour, quoi. Mais c'est vrai que même moi, je suis comme ça. Hein. C'est-à-dire que si jamais je vois une super baraque, je veux dire, si jamais il n'y a pas un arbre derrière, si elle n'est pas d'une certaine façon mis en scène à l'intérieur d'un paysage, d'un jardin paysager, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est nulle à chier, mais pas loin, quoi. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, oui, c'est comme ça. D'ailleurs, quand j'étais jeune femme, j'étais artisan peintre sur soie et je peignais des petites chaumières sur mes foulards. Je peignais des petites chaumières, alors avec les colombages, avec le toit en chaume, avec les iris sur le haut du toit, et le petit barrage blanc, et il y avait derrière le barrage blanc, il y avait des petits buissons, derrière les buissons, il y avait des buissons encore plus grands, et puis derrière les buissons encore plus grands, il y avait des petits arbres, puis après des grands arbres et tout, et ça faisait carrément un paysage, quoi. En fait, je suis une paysagère. Je suis paysagère, en fait. Je sais pas si ça se dit au féminin, mais je suis paysagère. Et je suis super balèze en jardin aussi. Oui, je sais, on m'attend beaucoup de ce côté-là, mais j'attends d'avoir l'occasion de le mettre en œuvre dans ma vie privée pour m'y atteler.
Voilà. Donc oui, pour la forêt amazonienne, bien évidemment, je me sens concernée plus que quelqu'un d'autre encore. Alors j'ai notamment sous le coude quand même certains projets, donc il faut que je mette ça au clair, dont l'un qui consiste à proposer que certaines zones au niveau de la planète, alors pas uniquement des forêts d'ailleurs, ça peut très bien concerner d'autres zones qui sur le plan écologique sont extrêmement précieuses et qui ne font pas partie encore partie comment on appelle ça, d'une réserve, comme nous en France on a le parc de la Vanoise par exemple, dans les Alpes. C'était le premier d'ailleurs qui existait, je crois. Mais je pense qu'on devrait, au niveau des instances internationales, créer, dans le cadre de l'UNESCO par exemple, je pense moi que la forêt amazonienne devrait être considérée comme un patrimoine de l'humanité. Parce que j'avais vu une alternative qui était proposée, qui était que les peuples autochtones soient propriétaires des forêts. Alors, bien sûr, si juridiquement ça tient la route, moi je demande pas mieux, bien sûr. Mais le problème, c'est que si jamais ils deviennent propriétaires de la forêt, juridiquement, je pense que l'État peut avoir le droit de préemption dessus. Alors que si jamais la forêt en question est classée au patrimoine de l'humanité, eh bien l'État n'a plus de préemption dessus. Alors, peut-être que je me plante, mais il n'y a que celui qui risque rien, qui risque pas de réussir. Donc moi, c'est mon idée. Et j'en suis fière.